Avoir plus de temps pour soi, avoir plus de temps pour sa famille, avoir plus de temps pour ses amis, tout ça en étant encore plus efficace au niveau du travail, eh bien ça va être le sujet en fait de cette vidéo qui est prendre sa vie en main avec l'auto-coaching. Alors je ne vais pas me contenter de vous donner des idées vagues, etc. Je vais vous donner des outils extrêmement concrets. Nous gaspillons beaucoup de notre énergie dans des choses qui nous prennent du temps, dans des choses qui sont, on dit, chronophages, et aussi parce que nous dispersons, nous nous trompons, etc. Et je vais vous donner plein de recettes, plein de techniques qui vont vous permettre de devenir indépendant et autonome. C'est pour ça que je parle d'auto-coaching. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez à quel point l'autonomie pour moi est quelque chose d'important. J'ai envie de dire même que c'est une valeur importante. Mais vous avez compris aussi à différentes reprises que l'on peut avoir besoin d'aide. Et ça, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Si vous avez besoin d'aide, à ce moment-là, faites appel à quelqu'un qui peut être un coach, qui peut être un hypnothérapeute, qui peut être un psychologue, un professionnel de santé. Donc faites appel aux autres, mais bien souvent, il y a beaucoup de choses que l'on peut aborder par soi-même et pour soi-même, pour gagner du temps, pour en faire quelque chose, pas pour travailler plus, voilà, pour s'occuper plus de sa vie, pour aller plus vers la joie et le bonheur. Voilà. Je vais, si vous le permettez, dans un premier temps, me présenter en quelques secondes pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis le docteur Robert Larsonneur et je dirige 2 centres de formation, France PNL d'un côté, France Hypnose de l'autre, France PNL où j'enseigne la PNL, France Hypnose où j'enseigne l'hypnose et j'enseigne également le coaching et depuis de très nombreuses années, j'ai formé de très nombreux coachs. C'est pour ça que je vais vous parler de coaching. Alors, il y a une première chose à voir dans le coaching, ça va être de savoir exactement ce que l'on veut. Et oui, quand on ne sait pas exactement ce que l'on veut, eh bien souvent, nous perdons du temps, nous prenons éventuellement une mauvaise direction. Après, il faut faire demi-tour, retravailler, etc. Et vous voyez ce gâchis de temps et ce gâchis aussi d'énergie. Donc, je vais vous parler dans un premier temps d'y voir clair. Ensuite, je vais vous parler de motivation. La motivation, c'est très important parce que si je suis motivé pour faire quelque chose, je deviens beaucoup plus efficace et je vous parlerai même d'une équation de la motivation, comment la motivation se fabrique et comment la motivation peut être freinée. Et puis ensuite, je vous parlerai d'organisation. Et oui, l'organisation, c'est important. Lorsque l'on décide de faire quelque chose, eh bien, il faut se donner une date pour le réaliser et faire tout pour que ce soit réalisé dans la date qui a été au préalable fixée. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut savoir en tout premier lieu ce que l'on veut. Si l'on ne sait pas ce que l'on veut, tous les chemins sont bons ou aucun ne l'est. Je pourrais même ajouter que faire référence, à une chanson qui est une chanson que vous connaissez peut-être d'Alain Souchon et qui dit on avance et puis à un moment donné on n'a plus assez d'essence pour faire demi-tour. C'est une métaphore évidemment. Ce qu'il veut dire, c'est que lorsque l'on prend une mauvaise direction, eh bien parfois on persévère dans cette mauvaise direction, puis quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé, eh bien faire demi-tour c'est coûteux en énergie. Alors parfois on continue sur un chemin que l'on sait ne pas être le nôtre, mais tout simplement parce que on est parti trop loin et on n'a pas envie de faire demi-tour et de changer. Alors on s'aperçoit parfois aux alentours de la quarantaine, de la cinquantaine ou de la soixantaine ou 70 ans qu'il est temps de faire quelque chose pour faire enfin des choses que l'on aime, des choses qui nous correspondent et des choses qui ont du sens par rapport à notre vie. Alors, le premier domaine que je vais voir avec vous, ça va être d'y voir clair. Alors, il y a 3
façons de l'aborder. La première façon, ça va être d'avoir un objectif et un objectif clair. L'objectif, vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement simple, puisque moi je vous proposerai simplement 6 questions plus une, donc la 7e. Pourquoi je dis pas 7, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Hein. Ensuite, ça c'est intéressant pour un objectif. Mais je vous parlerai également d'un projet. Un projet, c'est plus important, c'est plus vaste. Et là, ce ne seront pas 6 questions plus une, mais ça va être 7 niveaux de questions. Et vous allez voir que chaque niveau est l'occasion de réfléchir et de prendre conscience des choses. Ça vaut vraiment la peine de se pencher sur cet outil. Mais parfois, on n'a ni un objectif, ni un projet, mais on a un problème. Et là, je vous parlerai d'une autre technique qui permet d'aborder les choses sous l'angle d'un problème, comme par exemple, je suis invité à prendre la parole en public et ça me stresse, et ça c'est un problème pour moi, et on va voir comment traiter ce problème plutôt que de rester avec quelque chose qui est énergivore, c'est-à-dire le stress. Alors tout d'abord, on va commencer par l'objectif. Hein. L'objectif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un objectif? D'abord, un objectif par rapport à un projet, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Hein. Par exemple, j'ai l'objectif de faire 2 ou 3 heures de sport par semaine. Ça, c'est un objectif clair. Donc la première question que l'on va poser si vous avez un objectif, c'est qu'est-ce que je veux, quoi. Alors, vous allez voir, très souvent, lorsque l'on pose cette question à quelqu'un, qu'est-ce que je veux, eh bien, vous verrez que la personne répond plutôt ce qu'elle ne veut pas. Voilà. Elle va par exemple dire je ne veux plus habiter Paris. Voilà. Donc la réponse c'est pas Paris. Et donc à ce moment-là, vous devez, si vous vous posez cette question et vous dites je ne veux plus faire ce métier, je ne veux plus habiter Paris, je ne veux plus me passer de sport ou des choses comme ça. À ce moment-là, il va falloir retourner la question et dire si je ne veux plus habiter Paris, où est-ce que je veux habiter? Voilà, ça c'est vraiment important. La deuxième chose qui va être importante, c'est de savoir si l'objectif que vous êtes fixé dépend de vous. Parce que si cet objectif que vous êtes fixé ne dépend pas de vous, eh bien ça peut être l'objectif de quelqu'un d'autre, ou alors ça peut être partiellement votre objectif. Donc il va vraiment falloir le délimiter. Et si par exemple votre objectif c'est je veux que mon fils m'aide dans les travaux ménagers par exemple, eh bien ça n'est pas quelque chose qui ne dépend que de vous, puisque ça dépend de votre fils, ou de votre fille. Et à ce moment-là, vous allez retourner la question et vous allez dire, du coup, qu'est-ce qui dépend de moi? Eh bien, ce qui dépend de moi, ça va être tout simplement de le lui demander. Ça dépend de moi. Et donc, à ce moment-là, on peut avancer. Le troisième point qui est important parce qu'il a à voir avec la motivation, c'est qu'est-ce que le fait d'atteindre cet objectif va m'apporter. Oui, en général, par exemple, quelqu'un qui aurait comme objectif d'acheter une voiture, eh bien, il n'achète pas une voiture pour acheter une voiture, il achète une voiture, par exemple, pour aller au travail, pour partir en week-end, partir en vacances, ou ceci, ou ne plus dépendre d'une autre personne, etc. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est supérieur en quelque sorte au simple fait d'acheter une voiture. Voilà, ça va être l'intérêt, ça va être la motivation. Ça c'est très très important parce que évidemment pour réaliser un objectif, nous avons besoin de motivation et on y va très très vite avec cette troisième question. La quatrième question que l'on va poser, c'est est-ce que cet objectif, en fait, que je veux réaliser, peut être visualisé en quelque sorte. Qu'est-ce qui va valider cet objectif? Alors je dis visualisé ou alors entendu ou alors senti, etc. C'est-à-dire, c'est une question qui porte sur la validation. Voilà. À quoi je saurais que cet objectif est atteint? Eh bien, je saurais, par exemple, si je veux acheter une voiture, je saurais que ma voiture est achetée lorsqu'elle sera garée devant chez moi, par exemple. Hein. Alors,
méfiez-vous de réponses un petit peu évidentes comme ça, parce que pour certaines personnes, par exemple, avoir acheté une voiture, ça veut déjà dire avoir acheté le bon de commande. Alors, lorsque j'ai acheté le bon de commande et que, par exemple, j'ai fait le chèque ou j'ai contacté ma banque, etc., bien à ce moment-là, j'ai atteint mon objectif. Donc, c'est pareil pour la prise de poids, hein. En général, on dit, la validation, c'est de regarder sur la balance combien de kilos j'ai perdu, mais peut-être que pour vous, c'est un autre mode de validation, comme par exemple pouvoir rentrer dans un pantalon dans lequel vous ne rentrez plus pardon, depuis un certain temps. Alors, la question suivante, c'est-à-dire la cinquième question, c'est y a-t-il des inconvénients à atteindre cet objectif? Ça, c'est vraiment très très important. Et je vous le dis tout de suite, hein, si on se pose cette question, ça n'est évidemment pas pour dire, puisqu'il y a des inconvénients, je ne le fais pas. Parce que si on raisonnait comme ça, reconnaissez avec moi que on ne ferait pas grand-chose dans la vie, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont des inconvénients. Mais c'est déjà pour une première chose, c'est-à-dire, on dit un homme averti en vaut deux, ou une femme avertie en vaut deux. Ben oui, et évidemment, lorsque je suis informé des inconvénients que je vais avoir lorsque j'aurai atteint mon objectif, je peux m'y préparer. Je peux aussi avoir comme objectif, c'est un nouvel objectif, du coup, un sous-objectif, qui va être de ne pas avoir cet inconvénient. Par exemple, quelqu'un qui achète une voiture se dit l'inconvénient d'acheter une voiture, eh bien, c'est que je vais devoir utiliser mon garage que j'utilise pour ranger des tas de choses, des outils, mais aussi ma tondeuse à gazon, etc. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir un nouvel objectif qui va être eh bien, de mettre au fond du jardin, je sais pas, une cabane, par exemple, pour ranger les outils et puis la tondeuse, etc. Donc, vous voyez, on a créé un nouvel objectif, on pourrait dire un sous-objectif au service du premier. Et puis, enfin, le dernier objectif est un objectif, dernière question, pardon, ça concerne les obstacles. Y a-t-il des obstacles à atteindre cet objectif? Alors, oui, souvent il y a des difficultés, il y a des obstacles sur notre chemin, mais ces obstacles ne doivent pas nous arrêter. Parce que si on ne faisait dans la vie que les choses qui coulent de source, où il n'y a pas d'obstacle, là encore c'est comme pour les inconvénients, on ne ferait pas grand-chose. Alors, du coup, pour les obstacles, eh bien, je vais pouvoir utiliser un certain nombre de techniques et par exemple, je vais pouvoir dire, nous on appelle ça le cadre du comme si je n'avais pas cet obstacle-là, comment ça se passerait? Alors après, pour les obstacles, on va chercher des solutions, on va être orienté solution et vous allez peut-être trouver une solution. Et à ce moment-là, je vous invite à en chercher une deuxième, parce qu'il ne faut pas se satisfaire de la première. Peut-être que c'est celle qu'on gardera, mais peut-être qu'il y en a une autre. Ensuite, cherchez une deuxième solution, puis une troisième, et ensuite vous vous dites, si vous n'en trouvez pas de quatrième, parmi ces trois solutions, laquelle est la meilleure? Et peut-être d'ailleurs que la solution consistera à mélanger plusieurs de ces solutions que vous avez trouvées. Donc, il ne faut pas s'arrêter à une seule solution lorsque l'on rencontre des obstacles. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des questions simples, mais une fois que vous aurez répondu à ces questions simples, eh bien, vous y verrez plus clair et vous allez pouvoir vous mettre au travail, notamment pour les inconvénients, les obstacles, etc. Y voir clair, c'est déjà un bon début. Il faut même passer par là avant de faire quelque chose. Ça peut paraître évident, mais beaucoup de gens se lancent pour atteindre un objectif sans avoir exploré l'ensemble de cet objectif. Alors évidemment, je ne vais pas explorer un objectif hyper simple comme, je ne vais pas aller chercher le sel dans la cuisine, hein. Il ne s'agit pas de ça, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai un objectif important, je vais me poser ces 6 questions. Alors, je vous avais dit 7, hein, donc c'est 6 plus 1, mais cette 7e question est un petit peu à part. C'est quels sont les moyens que je vais devoir mettre en œuvre, en fait, pour atteindre cet objectif. On peut la considérer, l'ajouter aux 6 autres questions, mais on peut la mettre aussi en premier, après avoir un objectif clair et bien déterminé. Voilà. Les moyens. Évidemment, un objectif répond à d'autres critères,
comme par exemple quand, où, avec qui, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais déjà, y voir clair avec ces questions-là, ces 6 questions-là, c'est fondamental. Alors je vais sur le PDF que je vais joindre donc à cette vidéo, vous rappeler ces 6 questions pour que vous puissiez vous les poser. Retenez simplement parmi ces 6 questions la première question qui est qu'est-ce que je veux, et si vous répondez par je ne veux plus faire, à ce moment-là dites-vous que ça n'est pas la bonne formulation. Si je ne veux plus habiter Paris, où est-ce que je veux habiter? Pourquoi ça? C'est tout simplement parce que pour pouvoir réaliser quelque chose, nous avons besoin de nous en faire une représentation mentale. Si ce que je veux, c'est habiter Lyon, ça peut me motiver parce que je peux aller à Lyon, je peux lire des choses sur Lyon, je peux aller sur Internet, etc. Et tout ça va me motiver pour y aller, mais pas Paris, c'est pas forcément très motivant. Voilà, donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment répondre clairement à cette première question. Mais comme je vous l'ai dit, parfois, eh bien, ce ne sont pas des questions concernant un objectif. Parfois, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Là, je vous ai donné comme exemple d'aller habiter Lyon, je vous ai donné comme exemple par exemple, de perdre du poids, d'acheter une voiture. Vous voyez, c'est des objectifs, des choses qui sont en tout cas bien visibles et puis bien claires, et puis on va dire entre guillemets de petite dimension par rapport à ce que je veux faire. Mais parfois, ce que je veux faire est beaucoup plus vaste. Par exemple, j'ai le projet, voilà, et là, ça devient un projet. J'ai le projet je sais pas, d'ouvrir un restaurant. J'ai le projet de devenir architecte d'intérieur. J'ai le projet de créer une société de formation, par exemple. Voilà. Là, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus vaste. Et les 6 questions, bien qu'intéressantes, en tout cas, ne seront pas suffisantes. Et puis, surtout, inadaptées à ce genre de choses. Un projet, ça se traite de manière différente. Alors là, ce ne sont pas 6 questions que l'on va avoir, mais ce sont 6 niveaux de questions. Et le premier niveau de questions que je vais vous demander, en fait, c'est dans quel environnement, en fait, je vais réaliser ce projet. Voilà. Et pour avoir accès à l'environnement, je vais poser des questions comme où, quand, avec qui, avec quoi. Donc, vous voyez, c'est le premier niveau, c'est simple. Et si je veux ouvrir un restaurant, c'est où je veux ouvrir le restaurant, avec qui, tout seul, ou est-ce que je veux le faire avec des personnes, quel est le matériel, donc avec quoi. Voilà, donc des questions simples qui portent sur le lieu, etc. Alors, c'est important, mais on va voir qu'il y a plusieurs lieux, etc., et que finalement, il y a des choses qui sont plus élevées en termes de besoins, en fait, que ce premier niveau. Le deuxième niveau de questions que l'on va poser, c'est qu'est-ce que je vais faire dans ce projet-là? Alors, puisque j'ai parlé de restaurant, je pourrais vous dire que je vais être à la cuisine, par exemple. Si c'est votre cas, vous ouvrez un restaurant, je vais être à la cuisine. Ou alors, je vais être au service. Ou alors, je vais être derrière le bar et je vais manager l'ensemble du restaurant par rapport au serveur pour que les clients soient satisfaits, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors ça, c'est la partie, on va dire, centrale de mon projet de restaurant, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire en plus de ça. Il y a, par exemple, je vais m'occuper de la comptabilité. Ah, ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir, enfin, ça a à voir avec la restauration, mais ça n'est pas de la restauration à proprement parler. Je vais devoir m'occuper des réseaux sociaux, me faire connaître sur Facebook, peut-être faire des vidéos, peut-être aller sur Instagram, enfin bon, voilà, ça ce sont les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Donc déterminer en fait dans ce deuxième niveau toutes les actions, les types d'actions que je vais devoir faire. Le troisième niveau auquel je vais m'intéresser,
auquel vous allez vous intéresser en tant qu'auto-coach, hein, parce que je vous rappelle, l'objet de cette vidéo, c'est être capable, en fait, de s'auto-coacher. Voilà. Le troisième niveau, c'est est-ce que j'ai les compétences pour faire ça? Bon, pour la cuisine, probablement que si je veux ouvrir un restaurant, c'est que j'ai des compétences. Voilà. Peut-être qu'elles sont à améliorer dans tel ou tel domaine, on va dire purement cœur de métier. Mais peut-être que je n'ai pas de compétences, par exemple en comptabilité. Et dans ce cas-là, il va falloir que je me forme, parce que même si on fait appel à un comptable, à un expert comptable, on a besoin quand même de s'y connaître. Donc, il va peut-être falloir que je fasse une formation. Je vous ai parlé des réseaux sociaux. Peut-être que, en ce qui concerne les réseaux sociaux, je suis pas un expert et j'ai peut-être intérêt de faire une formation ou de rencontrer quelques amis qui s'y connaissent bien pour qu'ils me donnent des conseils, etc. Prendre des photos, mettre ça sur Internet, mettre ça sur le site Internet, mettre ça sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc, développer des compétences qui sont des compétences périphériques par rapport à mon cœur de métier, mais qui sont très très importants et qui peuvent éventuellement conduire à l'échec de mon métier si je ne les ai pas, parce que ne pas avoir de notion en comptabilité, c'est extrêmement dangereux lorsqu'on gère une entreprise. Et aujourd'hui, eh bien, au XXIe siècle, ne pas connaître les réseaux sociaux, c'est un frein pour se développer. Voilà. Donc ça, c'est le troisième niveau, c'est quelles sont les compétences que j'ai et quelles sont les compétences que je vais devoir additionner au suivant. Après, le quatrième niveau, donc on va grimper d'un niveau en quelque sorte, ça va concerner les opinions, mes pensées. Est-ce que je pense que ça va marcher, par exemple? Voilà. Est-ce que je pense que j'ai choisi le bon lieu pour le faire? Si je m'associe avec quelqu'un, est-ce que je pense, est-ce que je crois que la personne avec qui je vais m'associer est une personne qui va m'aider positivement et qui va être un catalyseur en fait dans le projet. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'en suis capable? Vous voyez, tout un réseau de croyances qui peuvent porter sur l'environnement, sur ce que je fais, sur mes compétences, sur ce que je suis éventuellement. Enfin, est-ce que on va le voir, est-ce que le fait d'ouvrir un restaurant, ça a du sens par rapport à ce que je suis? Est-ce que ça a du sens par rapport à un idéal, à un rêve? Vous voyez, on va se poser toutes ces questions. Donc, ce sont des pensées, des croyances que l'on a. Alors, parmi toutes ces croyances, je ne vais pas vous dire qu'il y a des croyances qui sont vraies et des croyances qui sont fausses. Peut-être que c'est vrai, mais ça n'a aucune importance, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de savoir est-ce que ces croyances sont aidantes ou bien est-ce qu'elles sont limitantes. Les croyances aidantes vont me booster et vont m'aider à franchir les obstacles, même les plus difficiles. Il y a des gens qui ont fait des fortunes avec rien. Hein. Je vous ai cité dans une précédente vidéo Sam Walton, hein, qui a ouvert un magasin parce qu'il s'était fait licencier d'un magasin où il était vendeur. Il a créé son premier magasin sans un sou, puisque entre deux, il a livré des bouteilles de lait et puis des journaux pour gagner un peu sa vie. Et à la fin de sa vie, il est propriétaire de 10 000 hypermarchés. Voilà. Et il n'avait pas le sou pour commencer. Mais il avait des croyances qui étaient très très aidantes sur lui-même, sur ses clients, sur le monde, etc. Et ça a été l'un des hommes les plus riches du monde avant qu'il ne décède, évidemment, et que sa fortune soit partagée entre ses différents héritiers. Mais je pourrais vous citer plein d'autres personnes, comme Steve Jobs, par exemple, qui a démarré de zéro. Il a fallu que son père adoptif lui prête le garage, il a fallu que ses copains viennent travailler gratuitement pour faire des assemblages, il a fallu qu'il passe des heures et des jours pour trouver des fonds, etc. Et il a démarré de zéro. Beaucoup de gens ont démarré de zéro tout simplement parce qu'ils avaient, on va dire, un réseau de croyances aidantes. Si vous avez des opinions limitantes, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le monde est prêt à recevoir mon projet, etc. Si vous avez des croyances limitantes, elles vont vous freiner. Voilà, elles vont vous démotiver. Donc, c'est important d'y avoir accès. Et sachez que les croyances aidantes, eh bien, on peut les booster. Et les croyances limitantes, eh bien, on peut tout simplement les ramollir et voir les faire disparaître. Et pour ça, je vous ai déjà fait une vidéo
qui est apporté sur les techniques régressives, parce que parfois ces croyances limitantes viennent de l'enfance, elles viennent de très très loin, quand quelqu'un d'important pour vous, maman, papa ou un enseignant, etc., vous a dit tu ne seras pas capable de faire telle ou telle chose. Souvenez-vous que certains scientifiques, etc., comme par exemple Thomas Edison, son instituteur avait dit à sa maman qu'il était un incapable. Voilà. Heureusement, le petit Thomas Edison n'a pas entendu ça. Sinon, s'il avait entendu tu es un incapable, tu n'arriveras à rien dans la vie, il est possible, je ne dis pas que ce soit certain, mais il est possible que du coup, eh bien, il ne soit pas parvenu à faire tout ce qu'il a fait, et il a fait vraiment des choses extraordinaires. Sa maman, au contraire, lui a donné des croyances aidantes. Elle lui a dit, l'instituteur, il a dit que tu étais très intelligent, et tellement intelligent que il faut pas que tu retournes à l'école, il faut que ce soit moi qui t'apprenne tout, parce que tu serais trop en avance par rapport à tes autres camarades. Donc elle lui a menti pour lui donner une croyance aidante, et peut-être que cette croyance aidante, il s'est appuyé dessus toute sa vie. Il s'est rendu compte de ça le jour où sa maman est décédée et qu'il faisait du rangement. Il est tombé sur son bulletin de notes où c'était marqué en bas « exclu de l'école pour insuffisance intellectuelle ». Vous voyez, pour un monsieur comme Thomas Edison, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Donc, on peut changer ses croyances limitantes. Voilà. Et vous dire que vous ne serez pas capable et vous dire que vous ne serez pas possible, eh bien moi personnellement, je n'y crois pas si vous me dites ça. Je pense que vous avez beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de possibilités que ce que vous pensez. Alors évidemment, il va falloir changer tout ça, vous pourrez utiliser l'auto-hypnose. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo sur l'auto-hypnose, hein, vous pouvez la retrouver et la regarder à nouveau. Je vous ai parlé également de créativité, mais je vous parlerai également de la machine à rêver, enfin je vais vous parler de plein de choses qui sont faites pour booster en fait nos possibilités. Nous avons plein d'énergie et certaines énergies sont bloquées à certains endroits à l'intérieur de nous et il faut déverrouiller tout ça pour pouvoir transformer cette énergie qui nous freine en énergie vitale qui nous permet d'être heureux au présent et d'aller de l'avant. Une chose aussi qui est très importante, ce sont les valeurs que vous avez. Les valeurs par rapport à votre projet, évidemment. Alors vous avez des valeurs par rapport à votre vie, des valeurs générales. Peut-être que parmi ces valeurs, il y a la liberté, la famille, la sécurité, le respect, etc. Mais pour votre métier, il y a des valeurs qui sont plus opérantes que d'autres. Et par exemple, dans le cadre d'un restaurant, la valeur partage, faire plaisir, etc., eh bien c'est plutôt une bonne valeur parce qu'on aura toujours envie de faire plaisir aux clients et faire plaisir à ses clients, eh bien c'est assurer la prospérité en quelque sorte de son restaurant. Évidemment, je vous ai parlé d'un restaurant. Moi, je vous le dis franchement, j'ai pas envie d'ouvrir un restaurant, même si j'ai des copains qui tiennent un restaurant et qui en sont très très heureux. Ça n'est pas parce que je considère que ça n'est pas bien, c'est juste parce que ça me correspond pas. Voilà, tout simplement. Et c'est un niveau supérieur, c'est le 5e niveau en quelque sorte de questionnement, c'est-à-dire que le projet que je veux mettre en place, est-ce qu'il me correspond? On pourrait dire, est-ce qu'il a du sens par rapport à ce que je suis? Voilà. Donc c'est la question à se poser. Malheureusement, beaucoup de gens font dans la vie des choses qu'ils n'aiment pas, tout simplement parce qu'il faut bien se nourrir, et je comprends tout cela. Mais je crois qu'il existe quelque part une activité qui pourrait vous donner cet épanouissement, l'épanouissement que l'on a lorsque l'on fait quelque chose que l'on aime, qui nous correspond, qui parle de soi en quelque sorte. Là encore, j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça. Et puis, je vais aborder le dernier niveau. Le dernier niveau, il est important, très très important. C'est peut-être même le niveau le plus important parce que si ce niveau est satisfait, tout le reste sera réalisable. Eh bien, c'est tout simplement l'idéal, le rêve, la vision que vous avez de ce projet. Voilà. Walt Disney a fait dire à Peter Pan, rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Et oui, si vous avez un rêve, eh bien, vous avez déjà une énergie qui est en mouvement et c'est très très important.
Je vous ai parlé de créativité et je vous ai dit que le rêve était le début de chaque chose. Einstein le dit, toute réalisation a d'abord été un rêve dans l'esprit de quelqu'un. Et si vous avez un projet, eh bien, vous devez en premier lieu le rêver. Après, on a vu dans cette vidéo précédente que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aussi passer par une étape de réalisation, dans un premier temps de réalisation mentale, puis d'avoir un esprit critique, mais critique positif. On a vu tout ça, je ne vous le redis pas, je vous invite tout simplement à retourner voir la vidéo, puisque vous avez la possibilité de le faire. Et à ce moment-là, vous allez mettre en route des choses vraiment importantes. C'est là que se trouve la plus puissante des motivations, c'est le rêve, l'envie de réaliser quelque chose. Donc ça, c'est pour un projet. Vous avez un projet à réaliser, un projet qui vous tient à cœur. À ce moment-là, je vais vous inviter à vous questionner sur ces 6 niveaux. Surtout, lorsque vous rencontrez des obstacles, par exemple une croyance limitante ou une compétence que vous n'avez pas, eh bien, ça peut se changer. Voilà, on peut changer à condition, il y a quand même des conditions, changer à condition de savoir qu'il y a un obstacle, parce que parfois on ne le sait pas, donc c'est très très important d'être conscient de cet obstacle. La deuxième chose, c'est d'être motivé. Si vous avez un obstacle et que vous n'avez pas envie de franchir, si vous n'êtes pas motivé pour le franchir, on va parler de motivation un peu plus tard, eh bien évidemment ce ne sera pas suffisant d'être conscient de l'obstacle. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir des outils. Et oui, parce que le menuisier le plus motivé de la Terre et le plus habile, s'il n'a pas d'outils, il ne pourra pas fabriquer un meuble, une table, etc., même si il a comme projet de l'offrir à sa fille pour son mariage et que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, mais s'il n'a aucun outil, il ne pourra pas. Et les outils, c'est parfois ce qui manque. Voilà. On sait parfois, on a envie de faire des choses, on est motivé, donc conscient, on est motivé, mais on n'a pas forcément les outils. Et ça, je vous invite à les acquérir des outils pour avoir un changement positif, c'est-à-dire un changement qui vous correspond et qui va dans le sens de vos rêves. Donc ça concerne un projet. Mais je vous ai dit qu'il y a un troisième aspect, ça va concerner en réalité un problème que vous rencontrez. Par exemple, comme problème, je dois prendre la parole en public, par exemple, enfin vous devez, parce que moi c'est ce que je fais et j'adore, vous devez prendre la parole en public, mais vous éprouvez du stress à l'idée même de prendre la parole en public dans 15 jours. Voilà. Et à ce moment-là, on va utiliser une autre technique que tout ce que je viens de vous dire. Dans un premier temps, on va penser au problème. Donc, penser au problème, ça veut dire comment se manifeste ce problème. Dans le cas présent, je vous l'ai dit, c'est très simple, il se manifeste par du stress. Voilà, je suis stressé, voilà, et parce que, et ça c'est la cause, parce que je vais devoir prendre la parole en public dans 15 jours. Donc on a en quelque sorte la manifestation, comment le problème se manifeste, et puis on a également le problème. Alors, je vais vous inviter, si vous faites cette technique, tout simplement, dans un premier temps, à réfléchir, voilà, à réfléchir au stress, et puis à réfléchir à la prise de parole en public. Et ensuite, je vais vous inviter à vivre émotionnellement ce problème. Mais je vais vous inviter à le faire de façon courte. Surtout, ne baignez pas dans le stress, hein, n'allez pas imaginer toutes les personnes et rester 5 ou 10 minutes à penser à ça, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de passer régulièrement d'une position de réflexion, d'analyse, à une position émotionnelle. Donc je vais vivre pendant quelques fractions de secondes simplement le stress et je vais vivre pendant quelques secondes la cause de ce stress. Donc je vais voir par exemple la réunion dans laquelle je vais devoir prendre la parole ou je vais voir le public que je vais être amené à rencontrer. Une fois que j'aurai fait ça, je vais me poser la question toute simple, qu'est-ce que tu veux à la place? Voilà. Alors en général, je vais vous dire, lorsque les gens, lorsque les gens sont stressés, eh bien, ils ont tendance à vouloir le contraire du stress. Voilà. Et ils disent, par exemple, je veux être calme. Bon,
moi je vais leur dire, ok, c'est bien, et si je ne vais pas me satisfaire d'une seule réponse, et si tu pouvais mettre autre chose que du calme, qu'est-ce que tu mettrais à la place? À ce moment-là, la personne va me dire, eh bien, du dynamisme. Ok, du dynamisme, c'est très bien. Est-ce que tu mettrais autre chose? Et je vais lui demander comme ça 2 ou 3 choses qu'elle voudrait avoir à la place, en fait, du stress. Et une fois qu'on aura ces 2 ou 3 choses, je vais lui demander tout simplement de choisir quelle est la chose qui lui semble la plus intéressante pour remplacer le stress. C'est peut-être pas le calme, c'est peut-être le dynamisme, par exemple. Hein. Ou alors ça peut être un mélange de calme et de confiance en soi. Ça peut être par exemple de la sérénité, etc. Bon, il y a plein, ou de la joie, ça dépend du contexte dans lequel évidemment on se trouve. Une fois que j'aurai fait ça, je vais demander à la personne si tu atteins ton objectif, et tu vas atteindre ton objectif, et là c'est pour vous, vous posez la question vous-même, hein, parce que encore une fois on est en auto-coaching, je vais atteindre mon objectif et qu'est-ce que ça va m'apporter? Eh bien, parler en public de façon dynamique, par exemple, ça va m'apporter, par exemple, de la fierté. Voilà. La fierté, ça va être le résultat, en fait, de l'objectif atteint. Ça, c'est très très important puisque c'est là que se trouve la motivation. Voilà. Si vous avez de la fierté, à ce moment-là, vous êtes très très motivé pour atteindre votre objectif, qui est de parler de façon dynamique. Voilà. Et puis la dernière question, elle est toute simple en fait, c'est de quoi as-tu besoin idéalement pour atteindre cet objectif. Alors je dis bien idéalement parce que très souvent les gens vont me dire quelque chose mais ils savent qu'ils ne l'ont pas. Donc c'est un petit peu un problème et on n'en est pas encore à la réalisation de cela. Hein. Et donc je vais lui dire si tu avais une baguette magique, par exemple, de quoi tu aurais besoin pour pouvoir atteindre cet objectif de parler de façon dynamique devant un groupe? Et là, il peut me répondre, je prends un exemple, la confiance en soi. Oui, si j'avais de la confiance en moi à ce moment-là, eh bien, je pourrais parler de façon dynamique en public. Alors, cette technique est une technique d'exploration, hein, je vous le rappelle. Hein. On n'est pas encore en train de travailler le problème qui amène la personne. On est dans l'exploration pour y voir clair. Donc là, la personne, elle sait très bien ce qu'est son problème, mais elle le savait avant. Hein. Ça, c'est la chose dont on est le plus sûr. Voilà. Maintenant, elle sait quel est son objectif, elle sait ce que ça va lui apporter d'atteindre son objectif, et elle sait ce dont elle a besoin. Au passage, ce dont elle a besoin, c'est une émotion, en fait, hein, la confiance en soi. Voilà. Ça n'est pas... comment dire, un outil ou des choses comme ça. Je vais vous donner un exemple pour qu'on fasse bien la différence. Imaginez un monsieur, par exemple, qui a une entreprise et qui veut travailler dans l'import-export et qui a besoin pour ça de parler anglais, quoi. Hein, voilà, et il ne parle pas anglais. Donc, il a besoin d'apprendre l'anglais. Bon, eh bien, apprendre l'anglais, c'est pas ce dont il a besoin, en fait, pour réussir. Ce dont il a besoin, c'est de motivation. Ça doit être une émotion, ce dont vous avez besoin. La confiance en soi, c'est une émotion. La motivation, c'est quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose qui lui manque. Hein. Si on pouvait d'un coup de baguette magique parler anglais, ça se saurait. Par contre, ce qui est utile, en fait, ça va être d'avoir de la motivation. Et plus il aura de motivation, et plus il va apprendre, et plus il va aller dans le sens de son objectif ou tourner le dos en fait à son problème. Donc la motivation, c'est vraiment quelque chose de très très important et lorsque l'on veut apprendre l'anglais ou lorsque l'on veut faire autre chose d'ailleurs. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est une ressource que la personne elle a à l'intérieur d'elle. On a tous été motivés par une chose ou par une autre. Voilà. Justement, je viens de vous parler de motivation. Et la motivation, c'est vraiment très, très important.
quoi que vous ayez envie de faire, si vous n'avez pas la motivation, eh bien vous aurez du mal à l'atteindre. La motivation, c'est pas quelque chose que je peux moi vous donner. C'est à vous de vous motiver en quelque sorte. Hein. Mais par contre, je peux vous donner les ingrédients nécessaires pour pouvoir vous motiver en quelque sorte. Hein. On en a déjà vu, hein, et on a passé quand même beaucoup de temps dessus, c'est d'y voir clair. On ne peut pas être motivé par quelque chose lorsqu'on ne sait pas ce qu'est ce quelque chose. Ça, enfin, je veux dire, le simple fait de le prononcer est absurde. Hein. Donc, pour pouvoir être motivé par quelque chose, il faut savoir exactement quel est ce quelque chose. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir être motivé. Alors, la motivation, quels seraient les ingrédients de la motivation? Oh, je peux vous en donner plusieurs. Alors, parmi ces ingrédients, vous allez voir, il y a des ingrédients qui vont booster la motivation, il y a des ingrédients qui vont diminuer la motivation. Et donc, on va avoir un jeu de force. En réalité, la motivation, c'est beaucoup plus un jeu de force. Et il est normal de temps en temps, même lorsqu'on a un projet qui nous tient à cœur, de voir une démotivation apparaître au fur et à mesure qu'on rencontre des obstacles difficiles, difficiles à atteindre. Voilà. Donc, la motivation, ça peut être quelque chose de constant, qui est à un très haut niveau, mais reconnaissez-le avec moi, assez souvent, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et lorsqu'il y a des bas, il faut réagir pour remonter le niveau de la motivation. Alors, imaginez par exemple un enfant qui rêve de devenir un champion de tennis. Ça, il en rêve vraiment quand il regarde la télévision et qu'il voit des champions de tennis, il a envie de les ressembler, etc. Oui, mais a-t-il la motivation pour aller jouer au tennis à chaque fois qu'il le peut, c'est-à-dire le soir en sortant de l'école, le mercredi après-midi ou le mercredi matin à la place d'aller jouer au ballon, au foot avec ses copains, le week-end, au lieu de rester tranquillement chez lui en train de regarder la télévision, etc., aura-t-il la motivation en fait pour se passer de tout ça, pour pouvoir atteindre son rêve, son idéal, qui est de devenir un champion de tennis. Alors c'est vrai que je vous ai dit au tout début, cet enfant, il rêve de devenir un champion de tennis. Et on croit souvent que lorsque l'on a un rêve, eh bien, on va tout faire pour le réaliser. J'aimerais bien, mais c'est pas si simple que ça. Il y a d'autres choses qu'il faut ajouter. Mais dans cette équation de la motivation, je vais mettre en premier le rêve. Parce que si vous n'avez pas de rêve, eh bien, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. D'abord, ça serait réaliser quoi, puisque vous n'avez pas de rêve. Donc, la première chose à mettre en place pour pouvoir réaliser quelque chose, c'est le rêve. D'ailleurs, j'ai créé une technique que j'ai appelée la machine à rêver. Aux États-Unis, on dit The Dream Machine. C'est une machine à rêver parce que j'ai constaté que les gens qui n'avaient pas de projet, les gens qui déprimaient, etc., eh bien, manquaient de rêve. Donc, il faut remettre cette machine à rêver en route. Et puis, je vous l'ai dit il y a quelques instants, le rêve diminue parfois au fur et à mesure que l'on a des obstacles ou au fur et à mesure qu'on rencontre des personnes qui vont diminuer en fait notre motivation. La deuxième chose qui est importante, donc en plus du rêve, c'est d'avoir des opinions, des croyances comme quoi ce que vous voulez faire est réalisable. Voilà. Si vous pensez que vous pouvez le réaliser, si vous pensez que des personnes éventuellement autour de vous peuvent vous aider, que le monde a besoin de vos services en quelque sorte, ou une partie, hein, je dis pas, il ne s'agit pas d'un projet planétaire, bien qu'il y a des gens qui ont un projet planétaire, non, il s'agit d'avoir déjà le projet d'être heureux dans la vie, c'est déjà un projet magnifique, hein, voilà, heureux et équilibré, voilà. Donc, il faut faire des choses pour être heureux et équilibré. Et d'ailleurs, chez Vivojo Dynamica, c'est ce qu'on vous propose, hein, c'est-à-dire le chemin. En fait, Vivojo, ça veut dire chemin, et Dynamica, c'est dynamique, c'est-à-dire mettre du dynamisme et donc de la motivation, de l'envie et des efforts, etc., pour pouvoir réaliser son chemin de vie le mieux possible. Donc, on a besoin de croyances que l'on est capable, qu'on peut le faire,
que c'est possible pour nous, etc. C'est ce que j'appelle des croyances aidantes. Alors les croyances aidantes, souvent, lorsqu'on en parle, on dit ou bien je l'ai ou bien je ne l'ai pas. C'est pas si net que ça. Parfois on l'a beaucoup, et dans ce cas-là c'est formidable. Sur une échelle de 0 à 10, on est à 10. Hein. On dit c'est certain, c'est sûr, je vais y arriver parce que j'ai la volonté, parce que aussi j'ai l'imagination, je suis créatif, je suis combatif, j'aime ça, etc. Bon, c'est respectueux de ce que je suis, c'est respectueux des gens qui sont autour de moi, c'est respectueux de la planète, de l'environnement, etc. Donc je vais le faire. Donc là, on est à un niveau très élevé de croyances aidantes. On est peut-être à un niveau 10, hein, voilà. Puis parfois, bon, on est à un niveau 0, alors là, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, je le mérite pas, etc. Puis parfois, on est entre les deux. Voilà, on est à un niveau 2, 3, 5, 6, 7, etc. Donc, une croyance, ça répond pas à la loi du tout ou rien, quoi, en fait. Hein. Et donc, vous pouvez booster vos croyances aidantes. Voilà. Vous pouvez les rendre encore plus fortes, encore plus puissantes. Et vous pouvez aussi tordre le cou, si j'ose dire, aux croyances limitantes. Voilà, aux doutes que vous avez, etc. Donc plus vous avez de croyances aidantes et plus vous avez de chances en fait de réaliser vos projets, etc. C'est très très important. Voilà. Alors les croyances limitantes, évidemment, soyez tranquille. Hein, si vous en avez, vous n'êtes pas le ou là ou le seul à en avoir. Beaucoup de gens ont des croyances limitantes, plus ou moins importantes d'ailleurs. Eh bien, les croyances limitantes, ça se change. Mais ça ne se change pas en claquant du doigt. Ça ne se change pas non plus en répétant dans un miroir « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Ça, c'est la fausse méthode Coué. Hein. Méthode Coué, il n'a jamais dit une chose pareille. Hein. Voilà. Il va falloir travailler sur l'imagination. Voilà. Il va falloir travailler avec des techniques régressives. Il y a plein de manières différentes, en fait, de modifier les croyances qui nous limitent. Et l'imagination, le rêve, est quelque chose de vraiment très très important. Vous vous souvenez que Émile Coué disait que, parce que je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, que l'imagination l'emporte toujours sur la volonté, donc vous pouvez avoir très envie de réaliser quelque chose, si vous n'êtes pas capable de l'imaginer, eh bien vous aurez des difficultés. L'imagination l'emporte toujours sur la volonté, et Émile Coué ajoutait même, il l'emporte selon le carré, en fait, de la volonté. Alors évidemment, lorsqu'on parle de psychologie, le mot carré ne veut rien dire du tout. C'est ça, il voulait simplement dire que l'imagination est beaucoup plus puissante en fait que la volonté. Voilà. Alors avoir de la volonté pour faire quelque chose, c'est bien, mais avoir de l'imagination, c'est encore plus fort. D'ailleurs, il disait même que si vous avez de l'imagination et si vous avez de la volonté, l'imagination et la volonté ne s'additionnent pas, mais se multiplient. Donc, c'est pas pour nier l'importance de la volonté, au contraire, mais c'est pour dire que l'imagination l'emporte, mais après, si vous avez les deux, à ce moment-là, ça se multiplie. Donc ça, ce sont les croyances que l'on peut booster pour les croyances aidantes, réduire, voire supprimer pour les croyances limitantes. Alors, dans le début de mon équation de la motivation, j'ai motivation égale rêve, plus croyances aidantes, moins croyances limitantes. Donc il faut que je joue sur les curseurs. Il y a un autre élément qui est vraiment très très important pour moi, ce sont les émotions. Et ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, pour moi, c'est depuis toujours ce qui caractérise l'être humain et qui le différencie de bien des animaux. Et même si je sais hein, que les animaux, évidemment, j'adore les animaux, donc les chiens, les chats, les chevaux, etc. Je suis vraiment fan des animaux. Je me sens bien avec eux, ils se sentent bien avec moi. Je sais qu'ils ont des émotions, évidemment, mais l'être humain va en faire quelque chose de ces émotions. Remarquez, mon chat et mon chien en font aussi quelque chose lorsqu'ils m'accueillent. Hein. Mais ils vont faire quelque chose, nous allons faire quelque chose de notre émotion. Et je pense que si l'être humain qui est un animal en fait, hein, un animal évolué, a évolué à ce point, eh bien, je pense que l'intelligence émotionnelle a joué un très très grand rôle. L'intelligence émotionnelle, ça n'est pas avoir beaucoup d'émotions. L'intelligence émotionnelle, c'est avoir des émotions qui sont adaptées à ce que nous voulons faire. Voilà, si j'ai un projet, eh bien, par exemple, et que j'ai des dynamismes, ça, c'est bien. Voilà. Si j'ai beaucoup de stress, ben là, c'est pas bien.
quoi, en fait. Hein. C'est une émotion limitante, alors que l'autre émotion est une émotion aidante. Remarquez bien que les émotions ne sont jamais limitantes ou aidantes dans l'absolu. Hein. Les émotions sont limitantes ou aidantes en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Si, par exemple, un enfant a peur d'un chien dangereux, eh bien, je considère que c'est une émotion aidante. La peur est une émotion aidante parce que ça va lui éviter d'aller tirer les oreilles du chien et de se faire mordre, par exemple. Voilà. Par contre, si vous avez peur de rentrer dans un avion, de prendre l'avion, eh bien, c'est plutôt une émotion limitante parce que quand vous êtes dedans, vous allez mal vivre en fait votre voyage en avion. Alors tout ça peut être modifié et nous sommes en hypnose et notamment en auto-hypnose des champions pour modifier les émotions. Les émotions les plus aidantes dans le cadre d'un projet, c'est la dopamine. Alors, dans la dopamine, il y a dopé. Donc, vous voyez que ça a quand même quelque chose à voir avec le fait de booster, doper un projet, etc. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, neurotransmetteur du bonheur. C'est le neurotransmetteur également du plaisir, etc. Si vous prenez du plaisir à faire quelque chose, vous aurez plus de réussite que si vous en faites du déplaisir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Par contre, si vous avez des émotions négatives comme le trac, la peur d'échouer, la honte, etc., toutes ces émotions négatives vont vous freiner. Voilà. Sachez qu'il y a des gens qui réussissent beaucoup de choses dans la vie parce qu'il y a une émotion qu'ils ne connaissent pas, c'est la peur d'échouer. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se protègent pas de l'échec, hein, mais ils sont sûrs de réussir. Voilà. Alors ce sont des personnes qui avancent dans la vie, qui sont portées par des émotions aidantes, par des croyances aidantes, par un rêve, et qui ont peu d'émotions limitantes, et lorsqu'il y en a, ils savent les travailler. Et vous pouvez faire ça, vous pouvez travailler vos émotions grâce à l'auto-hypnose. J'en ai parlé déjà plein de fois, parce que pour moi, c'est vraiment le cœur du système, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire travailler en profondeur. Si vous travaillez en surface, voilà, eh bien, ça ne donnera pas de bons résultats. Il faut travailler en profondeur, et vraiment, la discipline reine du travail en profondeur, c'est-à-dire au niveau de l'inconscient, c'est l'hypnose. Et moi, puisque je vous parle d'auto-coaching, je vous invite à faire de l'auto-hypnose. Et tout comme on peut faire du coaching, on peut faire de l'hypnose, eh bien tout ça c'est bien, mais là, puisque je vous parle d'autonomie, utilisez l'auto-hypnose pour booster tout ça. Voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est suffisant, hein? Parce que là, on en est à notre motivation. On a vu qu'il faut du rêve, on a vu qu'il fallait avoir des croyances aidantes, on a vu qu'il fallait tordre le cou, croyances limitantes, qu'il fallait avoir des émotions positives comme la passion, l'envie, etc. On a vu que les émotions négatives comme le trac, le stress vont diminuer ma motivation. Et il y a encore autre chose qui est ce que j'appelle le facteur O et le facteur P. Alors le facteur O, qu'est-ce que c'est? O comme optimiste et P comme pessimiste. Voilà. Eh bien écoutez, l'optimisme et le pessimisme, eh bien ça se travaille. Voilà. Et si je ne devais faire qu'une seule profession ou développer une seule chose, eh bien c'est sans doute ce que je développerai, c'est l'optimisme et tordre le cou au pessimisme. Mais attention, on va voir que le pessimisme, il peut avoir quand même quelques avantages s'il est positionné à un endroit bien particulier de votre projet. Alors, l'optimisme et le pessimisme, c'est vraiment important. Et par exemple, imaginez deux amis qui décident ils sont à la montagne, décident de faire une randonnée, et ce qui les motive, au-delà de découvrir la montagne qui est magnifique, sublime, etc., ce qui les motive, ça va être d'aller manger une tarte à la myrtille. Nous sommes en été, d'aller manger une tarte à la myrtille dans un restaurant qu'ils ont vu cet hiver, où il y a une excellente tarte à la myrtille. Et donc, ils grimpent très motivés, avec plein de dopamine et d'endorphine dans leur cerveau, parce qu'ils ont vraiment envie d'avoir cette tarte à la myrtille en arrivant. Et ils arrivent au restaurant d'altitude, et là, pas de chance, eh bien le restaurant d'altitude, c'est pas vraiment un restaurant l'été, c'est plutôt une buvette qui est occupée par le fils du patron pour se faire un peu d'argent de poche, et il n'y a pas de tarte à la myrtille. Déception. Grosse déception. Voilà. Alors là, il s'ensuit, vous savez, lorsqu'on a eu de grosses envies, qu'on a été très motivé pour faire quelque chose et qu'on ne l'atteint pas, il y a une micro-dépression, voilà, qui arrive. Voilà.
On est tellement déçu que bon, il y a un coup de blues. Voilà. Mais celui qui est optimiste, en fait, dit à celui qui est pessimiste, écoute, je sais que en bas au village, ils en ont de la tarte à la myrtille. Je suis passé ce matin devant une pâtisserie et il y en a. Et le pessimiste lui répond, non, mais attends, le temps qu'on arrive, à l'heure où on va arriver, il n'y en aura plus, etc. Et il décide de reprendre le chemin. Voilà. Et devinez qui est en tête. Eh bien, c'est l'optimiste. Il est optimiste. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans son cerveau, eh bien, il a toujours très envie d'avoir de la tarte à la myrtille, mais du coup, il y a production d'endorphine. Et l'endorphine, c'est une substance qui est une morphine endogène, une morphine que vous fabriquez vous-même. Donc ça, c'est vraiment très bien parce qu'elle est autorégulée. Vous ne risquez pas d'avoir de phénomène d'accoutumance, sauf si vous faites vraiment trop de sport. Il y a une accoutumance à l'endorphine, mais c'est vraiment une accoutumance sympathique. Hein. Je vous assure que ça n'a rien à voir avec une drogue exogène en quelque sorte. Eh bien, l'optimiste, il va avoir son cerveau et ses muscles baignés d'endorphine, de morphine naturelle en quelque sorte, et il va moins ressentir ses douleurs, il va moins ressentir sa fatigue, il va également avoir de la dopamine, et là il va être dopé par cette hormone du plaisir, et il va descendre plus vite que celui qui est pessimiste, qui n'arrête pas de se dire « décidément, j'ai pas de chance, il n'y en avait pas, etc. etc. » et qui a mal partout, et qui se plaint, etc. Et puis, effectivement, notre randonneur arrive en bas, il y a une tarte à la myrtille, et devinez qui va la manger? Eh bien, lui, évidemment, parce que l'autre est loin en arrière, en quelque sorte. Ils ont peut-être que même le pessimiste a décidé de rentrer directement chez lui ou de ne pas aller jusqu'au village parce que c'était trop loin et trop fatigant pour lui. L'optimiste va récupérer la tarte à la myrtille et va la manger avec délectation en buvant une bonne boisson rafraîchissante. Voilà. L'optimiste l'emportera toujours sur le pessimiste. Néanmoins, je ne cultive pas uniquement l'optimiste seul. Parce que si vous êtes seulement optimiste, ça peut avoir des inconvénients. Comme par exemple, imaginez que quelqu'un qui est en début de terminale pense au bac et se dit de façon optimiste « Oh, je l'aurai, de toute façon, ça va être facile, fastoche, etc., je suis sûr. » Eh bien, peut-être qu'à certains moments, justement par son excès d'optimisme, il sera peut-être pas motivé pour travailler suffisamment. Peut-être que des soirs, il regardera plutôt la télévision, le week-end, il sortira, etc. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé de l'avoir. Alors que celui qui est pessimiste, en fait, se dit « Ouh là là, c'est pas sûr que je l'ai. Moi, je préfère pas regarder la télé et travailler. Je préfère ne pas sortir le week-end et puis travailler parce que c'est pas certain. Il n'est pas si optimiste que ça. » Et donc, vous voyez qu'il y a un mélange des deux. Moi, j'aime bien cette notion d'équilibre, de curseur, etc. Et je pense que l'optimisme doit plutôt porter sur le résultat. Voilà. Et que donc la personne, il est mieux de se dire, eh bien, oui, je vais avoir le bac, donc là, je suis optimiste, mais je suis pessimiste sur le fait qu'il va falloir que je travaille beaucoup quand même pour l'obtenir. Voilà. Alors, non seulement si on est pessimiste sur le chemin, en quelque sorte, hein, comme une randonnée, moi, je fais beaucoup de randonnées et je sais que c'est dur, hein, je souffre quand je fais une randonnée, surtout au début, hein, je n'ai pas encore l'entraînement quand j'arrive, mais en même temps, je sais que je vais y arriver. Voilà. Et je sais que là-haut, il y a des belles choses qui m'attendent, etc. Donc, plutôt optimiste sur le résultat, et puis un petit peu de pessimisme sur le chemin qui fait qu'on met le paquet pour y arriver. Voilà. Ça, c'est la motivation. Alors, il n'y a pas que ça. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a encore autre chose qu'il faudrait que j'arrive à vous expliquer, c'est le courage. Évidemment, le courage, c'est une valeur en quelque sorte. Hein. Le courage, alors, il y a des personnes qui en ont très bien parlé, hein, comme par exemple Vladimir Jankélévitch, hein, qui parle du courage. Et le courage, en fait, c'est ce moment particulier où vous allez vous lancer, en quelque sorte. Voilà. Le courage, vous savez, quand on fait du ski et qu'on est un petit peu fatigué, qu'on est en hausse devant une piste un petit peu difficile, c'est le moment où on va y aller, quoi, en fait. Voilà. C'est ce moment-là qui est très, très important
c'est se lancer en quelque sorte. Il y a des gens qui rêvent de faire du saut en parachute, voilà. C'est un rêve, ils ont tout fait pour ça, ils ont fait de l'entraînement, etc. Puis à un moment donné, ils se retrouvent là-haut devant la porte et là, ils regardent, ouh là là, c'est impressionnant. Eh bien, il va falloir, pendant une fraction de seconde, c'est qu'à le dire, là, se lancer, c'est-à-dire le courage. Voilà. Et le courage, c'est quelque chose qu'il faut ajouter. Donc, alors, je ne sais pas si c'est dans moi, je ne la mets pas. Je ne mets pas le courage, en fait, dans la motivation. Je le mets juste après, quoi, en fait. Hein. Lorsque l'on est motivé, à un moment donné, il faut quelque chose d'autre pour que ça fonctionne, quoi, en fait, pour que ça bascule de l'autre côté. Donc, et là, vous avez tous les ingrédients pour réussir. Alors après, il va falloir planifier tout ça. Alors maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez booster votre motivation. Encore une fois, je vous le redis, hein, il y a une vidéo bientôt sur la machine à rêver, vous avez une vidéo sur l'imagerie créative, etc. Vous avez une vidéo sur l'auto-hypnose qui vous permet de booster tout ce que je viens de vous dire. Vous avez une vidéo également sur les techniques régressives qui permettent de revisiter des croyances limitantes qui viennent de l'enfance. Donc, c'est plein d'outils que je vous donne et là, je vous les donne pour que vous puissiez les utiliser vous-même. Alors, si vous êtes coach, vous pouvez aussi les utiliser pour les autres, bien évidemment, hein, mais vous pouvez les utiliser pour vous-même. C'est de l'auto-coaching, voilà. Et cet auto-coaching va vous permettre d'être encore plus efficace. Et donc, en étant plus efficace, eh bien, vous ne vous perdrez pas en route, vous, du coup, gagnerez du temps. Et ce temps, je vous invite à l'utiliser pour vous-même, voilà, pour votre plaisir. Si vous aimez faire du sport, si vous aimez peindre, si vous aimez vous promener, voilà, profitez de la vie, c'est très, très important. Profitez aussi des gens qui sont autour de vous. Profitez de vos enfants, profitez de votre femme ou de votre mari, profitez de votre famille. Voilà, c'est très très important. Moi, j'adore cette phrase. Hein, qu'on doit, Yves Duteil, prendre un enfant par la main. Voilà, ça c'est magnifique. Et heureusement que grâce à mon auto-coaching à moi, j'ai du temps pour prendre ma fille par la main, pour l'emmener vers demain. Donc, tout ça, ça va dégager du temps et ça va aussi, en plus, vous rendre plus efficace au travail. Donc, on est gagnant sur tous les niveaux. Donc, l'auto-coaching, c'est vraiment, avec l'auto-hypnose, quelque chose d'absolument génial. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir planifier tout ça. Et il va falloir créer, par exemple, si vous avez des objectifs, eh bien, vous dire, cet objectif, je dois l'atteindre tel jour. Voilà. Il ne faut pas dire, un de ces jours, je vais prendre rendez-vous avec mon banquier. Non, non, il faut dire, mardi, je prends rendez-vous avec mon banquier. Voilà. Si vous voulez ouvrir un restaurant, il ne faut pas vous dire, un de ces jours, il va falloir que je cherche des locaux. Non, non. Dans 8 jours, je me mets à chercher des locaux, ou dans un mois, ou dans 2 mois. Mais il faut que ce soit fixe. Voilà. Il faut planifier. La planification, c'est vraiment très, très important. Et il faut vous y tenir, quoi. Bon, il peut y avoir une petite difficulté, hein, je veux bien, hein, mais surtout planifier pour avancer pas à pas. Moi, j'appelle ça une technique à cliquer. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme ces trains de haute montagne. Eh bien, ils ne peuvent qu'avancer parce que en Suisse, par exemple, j'ai fait du train comme ça, mais je pense que ça doit exister aussi dans les Alpes. Mais ensuite, j'ai fait ça, c'est-à-dire que le train, à chaque fois qu'il monte, il y a un cliquet, voilà, qui fait que même s'il y a une panne de frein ou de moteur ou de je ne sais quoi, le train ne peut pas reculer, il ne peut qu'avancer. Voilà, donc je vous conseille d'utiliser une technique à cliquer, de vous dire à telle date je fais telle chose. Un point, c'est tout, et le faire. Et vous avez le droit à 1 ou 2 jokers, mais pas trop, sinon vous n'avancerez pas. Et vous devez avancer en permanence. Voilà. Confucius disait, hein, ne crains pas de marcher lentement, crains de t'arrêter. Ne crains pas de marcher lentement, crains de t'arrêter. Voilà. Donc ne vous arrêtez pas. Éventuellement, vous pouvez ralentir si à un moment donné vous rencontrez des obstacles, etc. Mais ne vous arrêtez pas, avancez encore et encore. Voilà. La motivation, c'est important. Et voilà ce que je voulais vous confier. Je vous ai donné des outils.
Parce que si je vous avais dit des choses comme oui, il faut avancer dans la vie, c'est extraordinaire, c'est magnifique, etc., enfin plein de superlatifs, c'est pas ça qui fait avancer. C'est intéressant, c'est toujours bien, il y a des coachs qui font ça bien, etc., notamment dans le domaine du sport, bon, mais chez les sportifs, il faut s'entraîner, etc. Et donc, de dire t'es capable et tout, c'est pas suffisant. Il faut avoir des outils pour apprendre à rêver, des outils pour être créatif, des outils pour augmenter ses croyances aidantes, des outils pour tordre le cou à ses croyances limitantes, des outils pour modifier ses émotions et avoir des émotions porteuses et créatives, etc. Des outils pour libérer de l'énergie qui a été bloquée dans l'enfance pour l'utiliser aujourd'hui et dans le futur. Nous avons besoin d'outils pour avancer dans la vie. Voilà. Et ces outils, eh bien, je vous les propose régulièrement avec Vivo Vojo Dynamica, au travers de mes vidéos, mais aussi au travers des autres spécialistes qui interviennent donc dans cette formidable, merveilleuse plateforme. Je dis merveilleuse, mais je le pense vraiment, parce que Vivo Vojo, le but c'est le chemin de vie, Dynamica c'est avec dynamisme, donc vraiment c'est quelque chose qui me passionne, hein, cette plateforme, voilà, avancer dans la vie, pour être le plus heureux possible, voilà, la plus grande part de bonheur possible. Et la plus grande part de bonheur possible, c'est d'être heureux dans tous les compartiments de sa vie, et pas seulement au travail, mais aussi pour soi, en tant que personne, mais aussi avec sa famille, mais aussi avec ses amis, mais aussi avec son équilibre personnel, etc. Voilà, moi je vous parle surtout de l'esprit, je vous parlerai du corps de temps en temps, mais c'est surtout au niveau du mental, hein, c'est vraiment de la préparation mentale que je vous donne, mais c'est de la préparation mentale au bonheur, voilà. Et j'espère que je vous ai convaincu d'utiliser ces outils-là pour faire que votre vie soit la plus belle possible.